Bonjour, comment ça va? Bonjour Annabelle, merci de m'avoir invité. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Oui, alors je m'appelle Monsef Ziki, je suis franco-marocain, je suis né au Maroc, j'ai grandi là-bas et je parle entre autres la langue arabe. Et donc j'ai fondé l'entreprise La Foire des Terroirs, où je propose des produits des différents terroirs du monde et j'ai une grande passion pour les terroirs, les cultures et les langues en particulier. La question que je reçois souvent, c'est pourquoi l'arabe s'écrit-il de droite à gauche? Les premiers alphabets étaient écrits de droite à gauche, notamment en Égypte antique. Donc, on a retrouvé d'anciens scribes justement où c'était écrit de droite à gauche. Après, les historiens et les historiennes sont partagés justement sur ce sujet. Donc, ils se sont inspirés. C'est une langue sémitique et donc ils sont inspirés à l'instar de l'hébreu aussi qui s'écrit de droite à gauche des anciens scribes de l'Égypte, qui n'est pas loin de là où l'arabe est né. L'arabe est né justement en Arabie, dans les déserts d'Arabie. Alors pour beaucoup de gens, l'appréhension de cette écriture de droite à gauche est compliquée, mais voilà, il y a beaucoup de gens comme moi, beaucoup de Marocains, de Maghrébins au sens large, hein, qui apprennent une langue latine, notamment le français et l'arabe en même temps. Donc on a cette appréhension-là. Peut-être que pour des gens qui l'apprennent plus tard, c'est plus compliqué. Mais non, non, en fait, quand on voit de l'arabe, on lit de droite à gauche et voilà, on peut s'amuser avec les copains quand on était au primaire d'essayer de lire à l'envers, mais c'est un peu comme si on lisait le français à l'envers. Comment est formé le système d'écriture? Y a-tu comme tu mets une lettre, s'écrit différemment selon un mot? C'est, mais c'est une langue très très sensible aussi, l'arabe. C'est qui a besoin d'une précision. Il y a des fois pour un même mot plusieurs synonymes. Par exemple, pour le mot cheval, il y a plusieurs synonymes, dont al-Hissan, al-Jawad, qui est aussi un prénom, et al-Khayl. Et selon le contexte, on emploie un mot différent. Par exemple, pour dire les courses de chevaux, ben, on dit c'est Baq al-Khayl. Voilà. Dans un contexte plus littéraire, on va dire al-Hissan. Dans un contexte un peu plus courant, on dit al-Jawad. Il y a aussi en langue arabe quelque chose qui s'appelle al-Shadda. Et si on ne met pas Shadda, qui est l'équivalent d'un dédoublement d'une consonne. Parce qu'en langue arabe, alors il n'y a pas de voyelle. Pas de voyelle. Dans l'alphabet, il n'y a pas de voyelle en fait. Les voyelles, c'est ce qu'on met sur et en dessous des lettres. Et donc, ça s'appelle al-harakat. Harakat, on peut aussi traduire ça littéralement en français mouvement. Voilà. Et al-harakat, il y en a 4 principalement. Il y a 4 principales avec des déclinaisons. Alors, principal, donc il y a le O, il y a le A, il y a le I en bas et il y a le E qui s'utilise rarement à la fin. Et donc voilà, donc il y a ces 4, on va dire, voyelles, harakat, et qui peuvent être doublées. D'accord. Par exemple, 2 fois le A, c'est N. 2 fois le I, c'est IN en bas. 2 fois le O, c'est ON. Voilà. Et shadda, ça se met au même niveau que les harakat, que les voyelles. Donc ça se met dessus. Et ça ressemble à un 3 qui dort. Ou un W, voilà. Et en fait, ça permet de dédoubler une consonne. Par exemple, cette chose-là s'appelle shadda. Et shadda, en fait, c'est ce dédoublement-là, justement. Et le de, c'est avec un seul D qu'on va dédoubler. Et pour dire aussi qu'en fait, voilà, selon comment on prononce le mot, par exemple, shadda, il y a shadda pour dire, ben, c'est shadda. Et il y a aussi shidda qui ressemble, mais ça veut dire une difficulté. Par exemple, shidda, quand quelqu'un passe par une phase, on va dire c'est un marasme ou une crise, on dit, voilà, c'est shidda. Et selon comment on prononce, ça a un sens complètement différent. Par exemple, shadda. Sans shadda et sans les harakat, sans les voyelles,
un mot de loin peut vouloir dire deux choses complètement différentes. Je prends un exemple très très simple que je prends très souvent, c'est qadam. Qadam, ça veut dire pied. Et qaddama, ça veut dire à présenter ou au passé. Et en fait, écrit sans les voyelles, sans shadda, sans rien du tout de loin, bah, tu ne peux pas les changer. Avec shadda, bon, les arabophones chevronnés vont comprendre. Et avec les, bien sûr, les harakat, les voyelles, bah, vous voyez que bah, c'est le sens réel en fait derrière ces mots-là. Sur les lettres, donc tu as parlé de 3 à l'envers, tu as parlé de mais pourquoi il faut mettre des points? C'est des lettres à part entière en fait, les lettres avec des points. Et c'est pas juste pour faire beau au niveau de la calligraphie, c'est c'est très beau, je suis d'accord, mais c'est des lettres vraiment à part entière. Il ne faut pas prendre ces points-là comme quelque chose d'exogène par rapport à la lettre elle-même. C'est la lettre. Par exemple, la lettre harf el-ya, la lettre Y ou I, selon comment on la prononce, c'est ben, je sais pas bon, je sais pas comment le dire à l'oral, mais c'est on peut l'écrire un peu comme un bâton, allez, et avec 2 points en bas. D'accord? Avec un seul point en bas, c'est la lettre B. Et j'ai choisi harfliya, donc la lettre Y et le B, pour aussi dire que là, alors, parler d'une autre lettre qui est une hérésie pour beaucoup de gens, parce qu'en arabe, il y a 3 lettres qui existent chez les latins et qui n'existent pas, enfin, en tout cas en français, et qui n'existent pas en langue arabe, à savoir la lettre P, elle n'existe pas, la lettre V n'existe pas, et la lettre G dans le G n'existe pas. Même si les Égyptiens, ils utilisent beaucoup G. Voilà, et pour eux, la lettre G, c'est G chez les Égyptiens, mais un peu aussi dans d'autres coins du monde, mais notamment chez les Égyptiens. Et, et justement, ces points sont vraiment, c'est à part entière en fait. Ça fait la lettre. Par exemple, harf al-jim, c'est avec un point en bas, avec un point en haut, c'est harf al-kha, comme la jota espagnole. Le jim, encore une fois, donc ça fait je, ça fait kh, et sans point, ça fait h. Et exactement, comme un H bien appuyé. Et donc, donc les points sont vraiment une composante d'une lettre. Et qui, bien sûr, alors que le harakat, c'est des choses qui vont changer et qui vont donner, on va dire, un autre son à la lettre. Et en fait, en langue arabe, il y a une petite blague pour dire qu'il faut faire attention, justement, qui dit il y a quelqu'un, enfin un herboriste qui a donné une ordonnance à une personne en écrivant Al-Habba Sauda. Et Al-Habba Sauda, c'est les graines de Nigel. Al-Habba, ça veut dire la graine. Et comme j'ai dit tout à l'heure, B, quand on ajoute un autre point, ça fait Y. Al-Hayya Sauda, ça veut dire la vipère noire ou le serpent noir. Al-Hayya, c'est le vipère ou serpent. Et en fait, bah, du coup, bah, au lieu de se faire soigner, bah, cette personne a pris une vipère. Le mauvais usage d'un point peut être fatal. C'est comme les homophones en français. Ça peut pas être fatal, mais mais tu sais, T'as raison. Puis même en anglais, pour distinguer le poivre du papier, pepper and paper. mais l'arabe comme l'allemand sont souvent considérés comme des langues agressives, avec des consonnes sèches et très éloignées de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Alors, mon interprétation, c'est qu'en fait, il y a des consonnes qui viennent du fond de la glotte pour ces langues-là. Et en arabe, on a des lettres qui sont dad, ta, lha, ra. C'est des consonnes qui viennent vraiment le qaf. Le qaf, c'est imprononçable pour beaucoup de gens et ça vient vraiment du fond de la gorge. Et en fait, je me suis permis cette théorie, cette interprétation, parce que les gens qui essaient de me dire ouais, je vais parler en arabe, ils commencent déjà, ils haussent le ton et ils utilisent ces lettres-là. Et du coup, je me suis dit, ouais, bah, pour moi, je suis natif, donc je ne trouvais pas ça agressif, mais
Après, j'essaie de me mettre à la place des autres personnes et justement, je trouve que c'est les gens qui n'ont pas justement ces phonèmes-là et qui ne sont pas habitués à entendre ces lettres-là, ils peuvent trouver les dod et tout, en fait, ils peuvent trouver ça agressif. L'arabe est une langue qui a beaucoup évolué dans le temps et une langue extrêmement riche. Et c'est justement, c'est pour ça que les gens, ils se posent la question, ils disent: «Ouais, mais comment font les arabophones pour apprendre d'autres langues et tout?» Et parler, bien parler d'autres langues, c'est qu'en fait, il y a un souci de la précision. On pense souvent que le latin a permis une transmission de savoir et des connaissances. On parle aussi du grec, Platon, Aristote et tout. Mais on oublie que Bagdad a eu un rôle majeur dans la traduction de textes scientifiques, économiques, religieux. Al-Mamoun s'est fait demander à ce que toutes les traités et tous les documents intéressants soient traduits dans l'arabe. Alors Bagdad a connu un essor, incroyable, notamment, à l'époque médiévale, hein, vers les 11e, 12e, 13e, 14e siècle. Il y avait l'université de, j'espère ne pas écorcher, c'est le Mansouriya, c'est la grande université de Bagdad qui réunissait des gens des 4 coins du monde et contrairement à ce qu'on peut croire, en fait, ce n'était pas que des arabophones ou que des musulmans, c'était, des gens, des chrétiens, des juifs qui venaient de partout. Il y a même des gens qui venaient d'Europe, dans cette université-là, en raison des techniques qui étaient apprises, des langues, des cultures, en fait, qu'on pouvait transmettre et c'était vraiment un terreau culturel et Bagdad a été vraiment une place de la culture. Est-ce que tu peux me citer des mots qui ont eu une influence arabe, des mots français qui ont eu une influence arabe? Les gens qui entendent des Maghrébins parler, notamment des Marocains, des Algériens ou des Tunisiens, il y aura beaucoup de mots en français dedans, hein. Beaucoup de mots et chez les Marocains encore, c'est pire, hein, parce qu'il y aura de l'espagnol dedans. Par exemple, pour dire roue, normalement, c'est ajala, roue en arabe classique. Alors que nous, on dit roueda. Pour dire un sandwich, bah, on dit quoi? Normalement, là, en langue arabe littérale, on dit chatera. On dit pas chatera. On dit sandwich ou on dit bocadillo. Donc ça, bocadillo, c'est de l'espagnol. Les Roumains aussi, en fait, ils ont des mots qui ressemblent à de l'arabe. Par exemple, pour dire le plâtre, ils disent gyps, je crois. Et pour dire, en fait, ils ont une soupe ancestrale qui s'appelle chorba et qui ressemble au mot shorba. Et shorba, c'est-à-dire quelque chose qu'on boit en langue arabe. Et a priori, ils auraient peut-être eu cette influence-là de la part des Ottomans, des Turcs à l'époque. Si tu parles, si tu as une maîtrise du français, de l'espagnol et du portugais, un tout petit peu, mais vraiment le minimum syndical de l'arabe, tu peux te débrouiller sans aucun problème. En fait, savoir qu'au Maroc, c'est très touristique et beaucoup de vendeurs sont polyglottes. Pourquoi est-il parfois difficile de se faire comprendre entre locuteurs provenant de différentes régions? Faut distinguer en fait l'arabe classique des dialectes parce que beaucoup de gens vont mélanger les deux. Et les gens ils me disent mais pourquoi tu dis que tu parles l'arabe et le marocain? Ben, pardon, mais par exemple, si je parle marocain et j'ai déjà fait le test avec des Libanais, des Syriens et des Palestiniens, eh bien, on me comprend pas. Mais je peux les comprendre. Mais ils ne me comprennent pas parce que le dialecte marocain est assez éloigné de l'arabe. Il est rempli de langue latine. L'arabe a été diffusé à travers les conquêtes musulmanes. Et donc, sur certaines terres, il y avait d'autres langues avant la langue arabe. Après, il fallait apprendre la langue arabe parce que c'est la langue du Coran et de la foi. Donc, la langue s'est un peu mélangée avec les cultures locales. Donc, il y a de l'arabe qui a été influencé par des langues amazighes. Par exemple, au Maroc, on dit, pour dire la carotte, on dit rizzo, alors que c'est le jazar en langue arabe littérale. Et en algérien, c'est zrodia, c'est encore autre chose, hein. Enfin, bref. Ajoutons à cela les différentes influences. Parce que bon, on parle de colonisation du XXe siècle, il y a eu des influences avant. Et par exemple, le Maroc, il a été beaucoup influencé par les influences, ou en tout cas les présences portugaises et espagnoles, et françaises plus tard. Par exemple, nous, on a des mots en portugais qu'on utilise, par exemple, manta. Par exemple, quand on dit
le manta bash ntrata, c'est pour dire la couverture pour me couvrir. Et, et là, peut-être qu'un arabophone je sais pas, je prends un exemple, un Syrien, il va juste comprendre le rita, parce que la couverture, c'est le reta, et on a utilisé le verbe trata. Donc, il peut, même s'il n'utilise pas le même verbe, il va comprendre que tu te couvres. Mais le premier mot, il n'a pas compris, parce que manta, ça vient du portugais. Et nous, en marocain, moi, j'ai appris plus tard, c'est en m'intéressant à d'autres langues, que manta, ça se disait en portugais. Je me suis dit, mais ça vient d'un côté ou de l'autre? C'est qui? Non, c'est le portugais qui disait ça. Et limon, pour dire l'orange, c'est les arabophones qui sont très proches de l'arabe classique, ça veut dire citron. Et nous, citron, c'est le hamd. Voilà, c'est vraiment complètement, c'est des mots différents. Et par exemple, on peut dire Bortuqala au Maroc. En fait, le Bortuqala, ça vient c'est de si on change le q avec le r, c'est Bortugali. Et Bortugali, ça veut dire portugais en arabe, tout simplement. Et donc, le Bortugali, en fait, c'est parce qu'en fait, ce sont les anciens marins portugais qui ont été partout. Et en fait, ils ont apporté ce fruit en Afrique. Et donc, c'est connu, en tout cas, on l'a assimilé au portugais parce qu'ils l'ont ramené sur les côtes marocaines. Et donc, Portugal, ça vient de Portugal. Voilà, c'est marrant, hein. Et du coup, en fait, les Égyptiens s'intéressent un peu moins en fait à ce qui se passe au côté ouest. Et vraiment, pour caricaturer, mais il y a quand même un fond de vérité, plus tu vas vers l'ouest, plus ils comprennent les autres. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire en fait. Les Marocains vont comprendre les autres, les Algériens aussi vont comprendre quasiment tout le monde, les Mauritaniens aussi. Et puis voilà, plus tu parles, et déjà les Tunisiens, ils commencent à avoir quelques petites difficultés à comprendre le marocain, mais ça va, on arrive à se comprendre. Les Libyens encore un peu moins, les Égyptiens, et là c'est bon, je suis perdu là. Et les Maghrébins, ils sont plus compris après. En revanche, vu que côté maghrébin, les gens regardent les émissions, notamment des séries syriennes, libanaises, tout ça, eh bien, ils vont comprendre leur langue déjà conjoncturellement, je parle de ça, et historiquement parce que ils ont gardé une composante de la langue arabe assez importante. Et il faut savoir aussi qu'au Maroc, on apprend à l'école la langue arabe littérale, pas littérale classique. Donc on arrive à les comprendre plus facilement. Donc, mais eux, ils n'ont peut-être pas appris le français, l'espagnol, avec toutes les subtilités des langues amazighes. En fait, voilà. Peut-être aussi les Maghrébins n'ont pas su exporter leur travail audiovisuel. Le cinéma marocain et tout, voilà, avec quelques films de certains auteurs, en fait, de réalisateurs qui ont passé les frontières. Mais les sitcoms marocains et tout, c'est regarder intra-Maghreb. Voilà, il y aura peut-être des Algériens qui vont dire: «Ah tiens, moi j'ai regardé ça», mais ça ne sera pas regardé par d'autres, en fait. Et je pense aussi que, autant, d'un point de vue touristique, les Marocaines ont très bien su, promouvoir leur pays, mais d'un point de vue culturel, je pense qu'il y a encore peut-être hormis sur le côté culinaire, je pense qu'il y a encore d'autres efforts à faire parce qu'en fait, ouais, sur le côté culinaire, il y a quand même des choses très, très, très présentes, en fait, qu'on va, exporter, en fait, la cuisine marocaine. Et c'est en plus, le Maroc est un pays ancestral, et il y a peut-être que quelques pays en Afrique qui peuvent s'en enorgueillir, en fait, avec l'Égypte et l'Éthiopie. Parce que les autres entités, en fait, elles ont été créées bien plus tard. Le Maroc est un pays ancestral qui a existé depuis au moins la vraie naissance en fait de ce qui est aujourd'hui le Maroc va peut-être dater du 8e siècle. Donc on est vraiment sur une entité qui a su se préserver, qui a aussi peut-être su préserver une certaine indépendance parce que les Ottomans se sont arrêtés dans l'Algérie actuelle. Donc ils ne sont pas arrivés jusqu'au Maroc. Le Maroc aussi a eu des tribus en fait, ce qui leur a valu, enfin, parmi les raisons avancées pour dire que les Amazirs ont été appelés des Berbères, c'est qu'en fait ils ont opposé une résistance farouche à d'autres. Donc oui, donc il y a ce côté indépendance historiquement en fait. Et il doit y avoir une trentaine de dialectes ou une quarantaine de dialectes arabes dans le monde avec des différentes sonorités. Puis dans combien de pays environ l'arabe est-il parlé? On l'estime à 400 millions de personnes. Il est parlé dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays. Il est parlé
dans les 5 pays du Maghreb, il est parlé au Soudan, il est parlé en Somalie, il est parlé dans la péninsule arabique, il est parlé au Levant, il est parlé en Palestine, Israël, il est parlé en Irak, il est parlé. Je précise, les Turcs parlent turc et pas l'arabe. Et c'est une langue. Alors oui, et je pourrais me renseigner pour te dire. Alors le turc s'écrivait de droite à gauche avant, mais ils ont réformé et ça s'écrit avec des lettres latines. Ça ressemble un peu au hongrois. Ouais, ouais, avec des cédilles. Alors oui, tous les musulmans sont pas arabes. Et d'ailleurs, l'essentiel des musulmans ne sont pas arabes. Où il y a aussi une présence musulmane, enfin il y a aussi des personnes musulmanes qui ne parlent l'arabe que pour l'aspect religieux, uniquement. Ils ne comprennent pas l'arabe. En revanche, ils connaissent des versets pour faire leur prière. Et comment la culture islamique influe-t-elle sur le parler de tous les jours? Les religions ont historiquement prôné une certaine pudeur, certains protocoles aussi, et donc surtout ce côté louange à Dieu, de toujours remettre des choses à Dieu. Par exemple, alhamdoulilah, c'est grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu parce que voilà, si j'ai eu quelque chose, c'est grâce à Dieu. Une part de reconnaissance aussi. Inch'Allah, c'est pour dire si Dieu le veut. Par exemple, il dit oui, oui, on fait, je sais pas, on joue un match demain, oui, oui, Inch'Allah, ouais, si Dieu le veut. Donc voilà, ça influence beaucoup en fait ce côté de dire oui, ça s'appelle en fait dans l'islam ilm al-ghaib et c'est, on dit en fait on n'a pas ilm al-ghaib, c'est en fait on ne sait pas ce qu'est l'avenir en fait, on n'a pas nous ne sommes pas des devins ou des voyants, nous sommes des personnes humaines vulnérables et c'est le bon Dieu en fait qui sait. Et donc, on remet souvent beaucoup de choses. Donc, oui, vraiment ce côté-là, ce que moi j'ai pu constater justement chez des juifs, que j'ai beaucoup côtoyé et que je salue, ce côté-là est très, très important. Par exemple, les juifs, moi j'ai beaucoup constaté en fait que les personnes pratiquantes en tout cas, disent beaucoup Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Et Bezrat Hashem, c'est Inch'Allah juif. Hashem étant Dieu, donc Allah chez les juifs. La religion est pratiquée différemment d'un pays à l'autre. Par exemple, il y a une communauté juive en Israël qui prie comme les musulmans. C'est incroyable, hein. Et parce qu'il y a aussi des écoles, hein, et ils prient comme les musulmans parce que c'était des gens qui venaient du Maghreb et ils ont gardé en fait ce côté-là, le fait de se prosterner comme les musulmans, voilà, sans forcément croire à ce qui est venu après le judaïsme, mais en adoptant quelques codes justement des musulmans. Quelles sont les formes de politesse? Alors, il n'y a pas de vouvoiement à proprement parler en arabe, mais il y a des formules de politesse. Euh, on va dire Sayyidi ou Sayyidati pour dire monsieur, madame. J'ai dit Hadratak, oui, ça se dit aussi. Par exemple, Tahiyyati pour dire mes salutations. Pour dire à la bonne fête, oui, c'est Eid Mubarak. Et il faut souhaiter bonne fête. C'est important. C'est des cultures où en fait l'absence de souhait de fête est très mal vue. Très, très, très mal vue. Afwan pour dire pardon, excusez-moi. Shukran pour dire merci. La shukran ala wajib pour dire je t'en prie. Ou la afou aussi pour dire je t'en prie. Non, il y en a beaucoup. Après, c'est surtout au Maghreb, en fait, tout ça, c'est assez complexe. C'est que c'est encore beaucoup plus, enfin, c'est très protocolaire aussi. C'est par exemple quand quelqu'un, je ne sais pas, il sort d'une session de sport ou d'un bain ou de la douche ou qu'il était quelque part ou qu'il a mangé aussi. Surtout quand il a mangé. On dit bsha. La bsha, c'est que Dieu te donne la santé. Voilà. Ce qui peut aussi déconcerter les gens, c'est que la langue arabe, il n'y a pas que le singulier et le singulier et le pluriel, il y a le singulier, al-muthanna et le pluriel. Et c'est quoi le muthanna? Al-muthanna, c'est deux personnes. Donc en fait, quand on conjugue à la fois au singulier, pour deux personnes et pour plus que deux personnes. Donc selon oui, donc voilà, tu vas trouver par exemple un verbe qui est conjugué uniquement pour deux personnes, parce qu'on s'adresse à un couple ou un binôme.
Ça sert aussi beaucoup pour parler de certaines dualités. Ça parle aussi pour parler, oui, souvent pour faire des dualités, des oppositions, pour s'adresser aussi à deux personnes, vraiment au sens couple, binôme, et vraiment distinguer cette notion de deux et de plusieurs. Merci d'avoir assisté au podcast. Merci de m'avoir invité. J'espère que ça plaira. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Sur LinkedIn, donc la page de la Foire des Terroirs et Monsevsiki. Je suis aussi présent sur Instagram, donc la Foire des Terroirs, que je n'alimente pas assez, je sais, mais voilà, je compte y remédier.